bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 26 avril. 14 ans d'incertitude depuis l'explosion d'un réacteur de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Aujourd'hui encore, on ne peut évaluer toutes les conséquences sanitaires du nuage de Tchernobyl. Tandis qu'une enquête révèle le mauvais état des urgences dans les hôpitaux, les internes poursuivent leur mouvement de grève mais négocient avec le gouvernement. En Iran, les conservateurs religieux vont perdre la majorité au Parlement. Ils se vengent sur la presse réformiste. En Corse, la confrontation générale des acteurs présumés de l'incendie de la Paillote tourne court. Seul contre tous, le préfet Bonnet se réfugie dans le silence. Et puis, aux fêtes musicales de Biarritz, l'orchestre de chambre européen dirigé par Moon Young-chung avec la présence d'un virtuose du violon, le français Renaud Capuçon. Voilà pour le sommaire de cette édition. Peu après 1h du matin, cette nuit à Kiev, en Ukraine, une cloche a sonné 14 coups, rappelant l'heure exacte de la tragédie de la centrale de Tchernobyl. C'était le 26 avril 1986. À la lueur des bougies, les Ukrainiens se sont recueillis en songeant aux 31 personnes officiellement mortes d'irradiation. Mais des chiffres beaucoup moins officiels, évidemment, font état de 15, de 30 ou même de 50 000 décès après cette catastrophe. L'Ukraine, le Bélarus, la Russie ont été fortement contaminés et la centrale n'est toujours pas démantelée. Sur les 4 réacteurs de la centrale soviétique, seul le numéro 3 de Tchernobyl, devenue ukrainienne, tourne encore. Mais des défaillances techniques le paralysent régulièrement. Reportage à Tchernobyl, Louis Carzou, Philippe Turpot. Une menace toujours d'actualité au cœur d'un blocage diplomatique. Tchernobyl a tout du cauchemar récurrent. 14 ans après, ils sont encore 5700 à travailler dans cette centrale où seul un réacteur sur 4 fonctionne. Il ne fournit plus que 3% de l'électricité en Ukraine. Mais tant que l'aide promise ne sera pas versée, Tchernobyl ne sera pas fermé. Non. Rien ne justifie la fermeture de la centrale, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue technique. Personne n'est capable de me donner une raison valable. Mais ce genre de discours se lézarde à l'approche du sarcophage. Plus de 200 000 tonnes de ciment, de béton versés dans l'urgence et qui montrent aujourd'hui de sérieux signes de fatigue. Alors 14 ans après, l'on apporte encore de nouvelles plaques de plomb pour tenter de colmater les brèches, toutes ces failles qui laissent passer les poussières et les eaux de ruissellement. Car derrière ces fissures reposent pas moins de 180 tonnes de combustible nucléaire. Aujourd'hui, nous ne connaissons ni l'emplacement ni l'état des masses de combustible à l'intérieur du sarcophage. Nos estimations sont plutôt pessimistes. Nous craignons une réaction en chaîne incontrôlée entre ces différentes masses. En fait, à l'heure actuelle, seuls les travaux menés avec notamment des entreprises françaises pour installer un site de stockage pour les déchets semblent avancer au rythme prévu. Certains en Ukraine comme en Occident voudraient utiliser ce genre de site pour stocker d'autres déchets que ceux de la centrale de Tchernobyl, dans le cadre d'un accord international, dollars contre déchets. Pour l'instant, les lois ukrainiennes notamment interdisent de tels projets, mais la durée de vie de ces déchets sera sans doute bien supérieure à celle des lois actuelles. Le nuage radioactif échappé de Tchernobyl il y a 14 ans était allé bien au-delà du territoire ukrainien. La contamination radioactive a été enregistrée dans plusieurs pays européens, dont la France. Aujourd'hui, un Rémois de 31 ans, atteint d'un cancer de la thyroïde depuis fin 93, affirme que sa maladie vient de là et il veut entamer un recours en justice. Enquête Valérie Fourniou, Valérie Lucas. En 1993, Johan apprend qu'il est atteint d'un cancer de la thyroïde. Opéré de sa tumeur, il doit suivre un traitement à vie. Pour lui, le nuage de Tchernobyl est à l'origine de son cancer. Alors, il a porté plainte contre 3 ministres de l'époque. Ils nous ont menti d'un côté en nous disant qu'il n'y avait rien, alors qu'en fin de compte, le nuage il est bien passé chez nous. Et puis qu'il y a des retombées, que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. J'aurais aimé qu'on me prévienne comme les pays voisins ont prévenu la population, comme en Allemagne, un peu partout, quoi. Pour les experts médicaux de Reims, l'âge de Johan, le type de cancer dont il souffre et sa consommation importante de champignons sont autant d'arguments permettant de relier sa pathologie à l'irradiation consécutive à la catastrophe de Tchernobyl. Cependant, une étude débutée en 1975 dans cette même région a montré que si le cancer de la thyroïde était bien en augmentation, c'est parce que les méthodes de dépistage se sont améliorées. On s'est rendu compte que les tumeurs dépistées étaient de plus petites dimensions qu'avant, qu'il existait moins de métastases ganglionnaires, moins de métastases à distance, que les tumeurs étaient moins envahissantes dans le cou et surtout que la mortalité liée au cancer de la thyroïde diminue en même temps que l'incidence augmente.
On ne peut pas exclure que Tchernobyl ait un rôle, mais ce rôle, s'il existe, est tellement faible qu'il n'est pas apparent dans les études épidémiologiques. Pour l'instant, si Johan a bien déposé sa plainte, la Cour de justice de la République n'a pas encore statué quant à sa recevabilité. Alors revenons un instant sur ce nuage de Tchernobyl qui s'est baladé de l'est vers l'ouest malgré les dénégations des autorités scientifiques voire politiques de l'époque. La France en fut bien affectée. Commentaire Olivier Caroff. 26 avril 86, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl vient d'exploser. De l'Ukraine, un nuage radioactif se répand sur l'Europe. 10 mai 86, le professeur Pellerin, l'autorité française en matière de radioactivité, révèle, cartes à l'appui, que la France a bien été touchée par le nuage. Les doses mesurées sont 100 fois supérieures au niveau habituel. Entre ces deux dates, 14 jours où les Français se sont crus totalement à l'abri, 2 semaines de discours rassurants. Il n'y a de fait aucune raison, de par les conditions météorologiques elles-mêmes, que quoi que ce soit mesuré en France. La toxicité, là on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. Ça n'en a présenté aucun en Scandinavie, et plus le temps passe, plus ça se disperse, et ça devient totalement insignifiant. 14 ans plus tard, à partir des mêmes chiffres, le même institut a reconstitué l'itinéraire du nuage. Une dernière carte, celle des départements les plus touchés, ici de couleur sombre, montre une irradiation qui est loin d'être marginale. Certains radionucléides à vie longue, donc qui décroissent très lentement au cours du temps, sont toujours présents dans le sol. On les retrouve accessoirement des fois encore dans certains végétaux et des aliments, et on va encore les retrouver pendant des années. Alors, comment expliquez-vous que les Français étaient si mal informés dans cette affaire ? Les autorités politiques, elles, expliquaient à l'époque qu'elles faisaient confiance aux scientifiques. Un homme a enquêté sur cette période. Pour lui, on n'a pas pris les mesures nécessaires de protection. Le professeur Pellerin a pu présenter... Les précautions étaient simples, il fallait supprimer le lait frais, interdire le lait frais, les légumes frais, rentrer les animaux, ne surtout pas laisser les animaux dans les champs, puisqu'à ce moment-là, ils allaient se nourrir avec une herbe contaminée, donner du lait contaminé et plus tard une viande contaminée. Il y avait des précautions très simples, vider les bacs à sable, vider les piscines de plein air. Que d'autres pays européens ont pris. Que tous les pays européens ont pris. Après Tchernobyl, l'État français a-t-il négligé la sécurité de ses citoyens? C'est tout l'enjeu de la plainte déposée aujourd'hui. Les internes de la quasi-totalité des centres hospitaliers universitaires français maintiennent leur grève tout en continuant, y compris cet après-midi, à discuter au ministère de la Solidarité avec Martine Aubry. La grève totale est envisagée, même si quelques premières propositions, telles le repos de sécurité au lendemain d'une nuit de garde, sont déjà acquises. Commentaire Émilie Lançon et Guillaume Michel avec le reportage de Mickaël Darmon et Gérard Gallian au CHU de Marseille. C'est à cela que ressemblent 23 des 26 centres hospitaliers universitaires. Presque partout, les internes sont en grève et ils semblent bien décidés à ne pas lâcher prise. Pourtant, hier, ils ont obtenu de Martine Aubry 2 concessions importantes. Un repos compensateur après 24 heures de garde et une hausse de leur rémunération. Mais aux yeux de beaucoup, cela reste insuffisant. Il y a eu un petit peu d'argent qui a été lâché. C'est une façon, je dirais, d'acheter un petit peu le mouvement, de dire vous avez gagné un petit peu plus par mois, maintenant c'est terminé. Non, la révélation, elle n'était pas sur le salaire, elle était sur la charge de travail, sur la reconnaissance de praticiens hospitaliers et entre autres sur les gardes. C'est donc très déterminé et bien en rang, comme une petite armée, que les étudiants en médecine se sont à nouveau rendus au ministère de l'Emploi. Si cette fois Martine Aubry ne participe pas aux négociations, les revendications des internes, elles, sont inchangées. On attend que le travail du week-end pour les médecins à l'hôpital soit considéré et soit rémunéré. On attend qu'on limite le nombre de gardes au nombre statutaire et qu'on s'arrange, qu'on trouve des systèmes, des mécanismes. Nous avions pensé à des sanctions financières pour empêcher aux hôpitaux d'employer les médecins au-delà de leur nombre statutaire de garde. Les négociations continuent en ce moment même. Comme hier, les syndicats devront consulter leur base pour savoir si oui ou non ils continuent la grève. Si c'est le cas, les chefs de clinique ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils rejoindraient le mouvement dès mardi prochain. Il se murmure depuis quelques minutes au ministère de la Solidarité qu'un accord serait en vue, qu'il pourrait peut-être être annoncé avant la fin de cette édition. Alors que ces internes dénoncent leurs conditions de travail, notamment lors de leur permanence aux urgences de nuit, une enquête du magazine Science et Avenir révèle que plus de 65% des services d'urgence seraient hors normes. Témoignage recueilli à l'hôpital Saint-Antoine à Paris par Florent Muller et Christian Gallet. Toutes les 35 secondes, les services d'urgence parisiens ouvrent un nouveau dossier.
plaie du visage et douleur au pied droit. Une fois admis, les malades ne sont pas au bout de leur peine. Pour cause de reconstruction, ils sont accueillis dans un bâtiment de fortune. Et ici, aux urgences, les patients ne doivent pas être pressés. Il y a un médecin qui va venir vous voir. Vous impatientez pas. Ça commence à faire mal, quoi. Bon. Premier point faible du service, l'engorgement des chambres. Nous sommes donc à l'unité d'hospitalisation de courte durée, il est midi passé. Logiquement, les malades devraient être dans d'autres services, dans des services plus adaptés à leur pathologie, parce qu'on a un diagnostic correct, ou dans des services notamment de gériatrie. Or, comme vous pouvez le constater, les 3/4 des lits sont pleins. Autre problème, les patients sont soumis à un parcours du combattant pour rejoindre leur unité de traitement. L'explication, la voici. Bon alors là, on va pas prendre l'ascenseur parce qu'il est en panne depuis un mois, donc on va prendre des escaliers. Idéalement, un urgentiste ne devrait pas venir en aide à plus de 5000 patients par an. Ici, chaque médecin en voit pourtant 6700. Un surcroît d'activité lié à un manque d'effectifs qui peut nuire à la précision du diagnostic. Quand on travaille 2 jours de suite, qu'on fait quasiment nos 35 heures en 2 jours, au sortir de la garde, forcément qu'on est moins performant que le matin. Ils en souffrent forcément, c'est évident. Ouais. Même si la situation s'améliore d'année en année dans les services d'urgence, il faudra encore nombre de moyens humains et financiers pour que les urgentistes arrêtent de ruer dans les brancards. Selon Jack Lang, l'essentiel du changement à l'école est à venir. Le tout nouveau ministre de l'Éducation marque bien la rupture avec Claude Allègre et distribue déjà plusieurs centaines de millions de francs pour la prochaine rentrée scolaire avant d'annoncer demain la réforme des lycées préparée par son prédécesseur. Explication Nabila Tabouri et Sébastien Hiroux sur l'utilisation de ces nouveaux crédits affectés à l'éducation nationale. 1 milliard de francs, la somme est certes conséquente, mais elle est tout juste suffisante pour parer aux urgences de la prochaine rentrée. Le cadeau annoncé il y a un peu plus d'un mois par Lionel Jospin n'est en fait qu'une première étape pour calmer l'impatience des enseignants et des parents. Première priorité, l'amélioration des conditions de travail des élèves et des personnels. 630 millions de francs sont consacrés à l'enseignement des langues, au centre de documentation, ainsi qu'à l'achat d'équipements modernes et de matériel scolaire. Cette somme permettra également de financer 5000 bourses supplémentaires pour les bons élèves issus de milieux défavorisés. Une mauvaise répartition selon les syndicats. Il y a une somme relativement importante, mais qui est répartie sur bien des chapitres qui, au bout du compte, ne font pas une politique. Seconde priorité, les personnels enseignants et administratifs. 200 millions de francs sont prévus pour financer l'accord sur les lycées professionnels. Côté recrutement, un effort sera fait surtout chez les instituteurs et les surveillants. À situation d'urgence, mesure d'urgence, cela faisait 20 ans que le ministère de l'Éducation n'avait pas bénéficié d'un collectif budgétaire de printemps, des mesures qui sont encore loin de satisfaire toutes les revendications de ces derniers mois. La discussion entre socialistes a été rude à propos de la fiscalité appliquée aux stock options, ces avantages accordés à certains cadres de certaines entreprises. 28 000 personnes seraient concernées, 28 000. Finalement, un accord a été trouvé au sein du PS. Henri Emmanuelli n'est pas très content, mais Laurent Fabius parle d'une synthèse intelligente. Détail maintenant du plan socialiste concernant les stock options avec Cyril Deveau et Joseph Bachtik. Seulement 3 ans d'existence et déjà 110 magasins. Pour grossir rapidement, cette entreprise spécialisée dans la vente de téléphones portables motive ses 600 salariés avec des stocks options. 1 sur 4 va en toucher dans quelques jours. C'est le cas de Jérôme Fournier. S'il fait beaucoup de ventes et que l'entreprise entre en bourse, dans quelques années, ces stocks options lui rapporteront plusieurs centaines de milliers de francs. Vous avez les 110 responsables de magasins qui vont pouvoir en bénéficier. Donc c'est un élément de motivation énorme pour les salariés qui ne sont pas obligatoirement des salariés du siège. Pour décoller rapidement, les jeunes entreprises comme celle-ci utilisent toutes le même carburant, une catégorie avantageuse de stock options taxée à seulement 26%. Le procédé inventé par Dominique Strauss-Kahn pourrait être pérennisé par Laurent Fabius. Pour les autres, tout va changer. Exemple, pour une stock option offerte en l'an 2000, elle pourra être vendue 4 ans plus tard. Sa plus-value sera taxée non plus à 40, mais à 50%. En revanche, pour la même action conservée pendant 2 ans, si la plus-value est supérieure à 1 million de francs, elle est taxée au prix fort, 40%. Si elle est inférieure à 1 million de francs, seulement 26%. Objectif affiché par le gouvernement, éviter les abus. Tout le monde se souvient de Philippe Jaffray, parti d'Elf, avec un pactole estimé à 290 millions de francs. Tous les grands patrons français arrondissent confortablement leur salaire grâce aux stock options.
Selon le journal L'Expansion, la plus-value des 9 dirigeants de L'Oréal est estimée à 83 millions de francs chacun. Sur le podium, on retrouve Capgemini et l'assureur AXA, plus ou moins 70 millions de francs de plus-value pour une poignée de dirigeants. Des privilégiés que le gouvernement veut taxer en priorité. Alors ce débat à gauche sur les stock options fut qualifié de surréaliste par Alain Madelin. Il est vrai que Laurent Fabius a dû s'employer tout au long de cette journée pour expliquer encore ses choix. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Bernard Appey et Didier Rancoeur. Afficher la cohésion du gouvernement, c'est parfois utile. Surtout lorsqu'il faut trancher un débat chez les socialistes sur les stock options. Une dernière mise au point avec Lionel Jospin et Laurent Fabius rejoint les députés du PS. Au bout d'une heure de discussion, on trouve enfin un compromis. Des stock options seront bien taxés, mais pas autant que l'aurait souhaité Henri Emmanuelli, par exemple. Le président de la commission des finances a dû céder, battu par un vote. Une autre réunion sur le budget n'a pas dissipé sa mauvaise humeur. Pour les vrais commentaires, il faut attendre l'après-midi. Dans les couloirs, c'est sans surprise. La droite ironise et les socialistes paraissent soulagés d'être sortis de leur divergence. Je crois que l'équilibre qui a été trouvé est bon et donc le dossier des stock options est clos. Et je crois qu'il fallait le clore pour que nous puissions aussi avancer sur d'autres sujets. C'est le Parti socialiste, la tendance dure, la tendance excessive, agressive, haineuse parfois même, qu'il a emporté sur M. Fabius. Pour clore tout à fait l'épisode, Lionel Jospin a saisi une question de l'opposition, une façon pour lui de contre-attaquer. Quand je vois la croissance, quand je vois l'évolution du chômage, quand je vois les grandes réformes sociales, quand je vois la modernisation de notre appareil productif, je n'ai pas spécialement l'impression, monsieur le député, que nous ayons besoin d'un second souffle. Après de longues tractations et quelques cafouillages, la question des stock options s'est réglée par un compromis chez les socialistes. Il reste maintenant à le faire accepter par les alliés communistes et verts du PS. La Direction générale des impôts vient de remettre une note concernant les personnes redevables de l'impôt sur la fortune partie de France en 1998. Elle serait 350, ce qui équivaut à une perte d'1,3 milliard de francs, 13 milliards, et un manque à l'impôt de 140 millions de francs. C'est donc une révision à la baisse de ce que l'on appelle l'évasion fiscale, 1,3 milliard de francs. Il y a eu une petite erreur. Pour sauver l'euro, toutes les déclarations sont bonnes. Le président Jacques Chirac a fait part aujourd'hui de sa confiance dans la monnaie européenne, estimant que l'euro avait une marge d'appréciation considérable. Mais tout cela ne change guère la situation de l'euro, toujours en état de faiblesse, aussi bien en Allemagne qu'aux États-Unis dans les cotations. Commentaire David Boéry et Frédéric Pasquette. Champagne pour tout le monde. Nous sommes le 31 décembre 1998. L'Europe a enfin sa monnaie unique. Après des années d'efforts, l'euro est là et on lui promet un bel avenir. Tout de suite, les marchés applaudissent cette nouvelle grande monnaie qui, demain, c'est promis, sera capable de rivaliser avec le billet vert américain. Pourtant, depuis sa naissance, l'euro n'a fait que perdre du terrain face au roi dollar, près de 25% de baisse en 16 mois. Les gouvernements européens ont beau multiplier les messages rassurants sur la santé de notre économie, rien n'y fait. Et aujourd'hui, c'est l'opinion publique qui s'inquiète, notamment en Allemagne. Là-bas, le sujet fait la une des journaux. Il faut dire que les Allemands restent très attachés à la tradition d'un marque fort. Quand ils vont faire des vacances, quand ils vont aux États-Unis ou dans les autres pays, alors ils voient que ce qu'ils peuvent acheter avec leur euro aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Et comme ça, eux, ils sont inquiets. Alors, pourquoi cette baisse? Il est vrai que la croissance est de retour en Europe, mais elle reste 2 fois moins importante qu'aux États-Unis, le pays du dollar. Et puis les marchés ont quelques doutes sur la politique économique européenne, notamment après la crise italienne. Reste que la faiblesse de l'euro favorise tout de même les exportations et donc l'économie européenne. C'est au travers des créations d'emplois, c'est au travers de tous les effets positifs de la croissance qui est actuellement stimulée par la relative faiblesse de l'euro, c'est par tous ces effets-là que petit à petit, eh bien, nous bénéficions, nous tous Européens, de cette faiblesse de l'euro. Tout le monde attend maintenant un signe de la Banque Centrale Européenne qui se réunira demain, avec pour elle un défi à relever, montrer qu'elle se préoccupe de la baisse de l'euro sans laisser croire pour autant qu'elle cède à la panique. Ce soir, Laurent Fabius dit souhaiter que la Banque Centrale Européenne ne relève pas ses taux pour défendre l'euro. Pour la première fois depuis 10 ans, le groupe SNCF, filiale comprise, a été bénéficiaire en 1999 avec 264 millions de francs d'excédent. Mais pour demain, la CGT a déposé un préavis de grève afin d'obtenir l'ouverture de négociations salariales. La direction de la SNCF prévoit peu de perturbations.
En Italie, le nouveau gouvernement dirigé par Giuliano Amato a prêté serment. Monsieur Amato remplace Monsieur D'Alema. Et puis en Espagne, c'est José María Aznar qui a été réélu sans surprise par le Congrès des députés à Madrid pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête du gouvernement espagnol. Il dispose de la majorité absolue des sièges au Cortes. En Iran, tandis que le second tour des élections législatives est fixé au 5 mai, ce sont les journaux réformistes que les conservateurs veulent faire taire, sachant qu'ils seront pour la première fois minoritaires au Parlement. La mobilisation des étudiants à Téhéran reste pacifique, mais la justice, tenue par les conservateurs religieux, cherche tous les prétextes pour limiter la presse libérale. Jean-Marc Ilous pour France 2 avait rencontré le journaliste Ekber Ganji, bête noire des conservateurs iraniens. S'il est depuis samedi de nouveau en prison, ce n'est pas seulement parce que depuis 3 ans, le réformiste Ekber Ganji, ex pur et dur de la révolution islamique, ose écrire que le fascisme religieux est le premier ennemi de l'Iran moderne. Pas seulement parce que depuis 2 ans, son journal Le Matin a multiplié les révélations sur les responsabilités du ministère des Renseignements iranien dans les assassinats d'intellectuels en 1998. Mais parce qu'en outre, il met en cause dans son journal la responsabilité dans l'assassinat d'opposants de l'ex-président Rafsanjani, l'homme du dernier recours pour les conservateurs écrasés aux législatives de février dernier. Voilà donc de nouveau ce musulman convaincu accusé d'insulter l'islam parce qu'il multipliait les déclarations comme celle-ci. Sans droits de l'homme, les élites et les intellectuels seront supprimés et il n'y aura même pas de développement économique. Ceux qui tuent au nom de la religion ne sont que des criminels. Mais qui sont donc les criminels qui, le 12 mars dernier, ont logé une balle dans la tête du rédacteur en chef de Ganji, Saïd Hadjarian, lui aussi pourtant un ex-révolutionnaire de la première heure. Leur procès a bien vu défiler des sous-fifres, mais là encore la même question, qui a commandité l'attentat? 13 publications réformistes ont été fermées cette semaine par un pouvoir religieux qui rend responsable la presse écrite de ces humiliants échecs électoraux. En juillet dernier, la fermeture d'un seul journal avait entraîné une semaine d'émeutes étudiantes, mais à moins d'1 mois de la réunion du nouveau Parlement à majorité réformiste, le président Khatami leur a recommandé le calme afin d'éviter tout prétexte à une intervention musclée des conservateurs. En Tunisie, après 24 jours de grève de la faim et devant la répression policière du régime de Ben Ali de plus en plus forte, le journaliste Taoufik Ben Brik met fin à sa protestation ce soir. Aujourd'hui, plusieurs journalistes français et certains membres de sa famille ont été durement molestés par la police tunisienne. Najed Ben Brik, sœur du journaliste tunisien, sera reçue demain à l'Elysée par un collaborateur du président Chirac. À Belgrade, en Serbie, nouvel assassinat d'un proche de Slobodan Milosevic. Živorad Petrovic, directeur général de la compagnie aérienne yougoslave Viat, a été abattu devant son domicile dans le centre de Belgrade. Les précédents meurtres d'autres personnalités serbes n'ont pas encore été élucidés. En Corse, c'est dans le périmètre militaire d'Ashpreto, non loin du centre-ville d'Ajaccio, que le juge d'instruction chargé de l'affaire des paillotes incendiées il y a 1 an tentait aujourd'hui une confrontation générale. Tous les protagonistes présumés étaient là, mais le préfet Bernard Bonnet a rapidement refusé de répondre aux questions, seul contre tous. Il nie toute responsabilité. Reportage Michel Fine et Jean-Jacques Le Guérec. La confrontation vient de se terminer depuis quelques instants. Bernard Bonnet est le premier à quitter les lieux. Maître, s'il vous plaît. Cette confrontation était un véritable flop. On vous avait annoncé un duel. Ce duel n'a pas eu lieu faute de combattants. Pendant 4 heures de confrontation, l'ex-préfet de Corse a parlé 10 minutes, puis il a refusé de répondre aux questions. À l'entendre, ce sont ce qu'il appelle les provocations de Gérard Pardini et des juges qui l'auraient amené à se taire. Son ancien directeur de cabinet a une toute autre version. Sauf que quand Bernard Bonnet a été mis face à ces contradictions, il a refusé pour de répondre. Il est allé jusqu'à ne pas assumer ce qu'il avait déclaré dans les journaux. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est bon. C'est conforme à l'image du personnage depuis maintenant 1 an. Le colonel Henri Mazère en est à sa 2e confrontation avec Bernard Bonnet et son jugement n'a pas changé. Je ne le comprends pas, vous savez, à tout moment on s'attend à ce qu'il baisse le masque un petit peu et qu'il redevienne le préfet Bonnet, haut responsable, qui assume ses responsabilités. Mais écoutez, il n'a pas retrouvé son honneur, il a préféré se taire et rester dans le mensonge. Les ex-gendarmes du GPS ne parleront pas à la presse.
Ils se contenteront d'apparaître de loin, en uniforme, pour signifier qu'ils ont incendié la paillote sur ordre, en mission commandée. Les avocats du préfet Bonnet, quant à eux, ont déposé plusieurs requêtes en procédure. Ils demandent notamment une confrontation avec le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, avec des conseillers du Premier ministre, Lionel Jospin. Le juge devra d'abord leur répondre avant de clôturer officiellement le dossier des paillotes. À Marseille, le tribunal correctionnel examinait une affaire de corruption et d'association de malfaiteurs. Parmi les accusés, un journaliste, Christian Roda, et 2 membres du milieu marseillais. Des peines de 6 à 8 ans de prison ont été requises. L'enquête dans la Somme sur l'agression dont a été victime le député Vincent Payon samedi dernier de la part de chasseurs, cette enquête progresse. 4 chasseurs ont été interpellés, ils sont actuellement en garde à vue. Toujours beaucoup de déclarations politiques à droite parmi les candidats à la candidature à la mairie de Paris. Aucun des 4 prétendants RPR ne lâche du lest. Et Laurent Hakim, avec Pascal Caron, peut donc dresser ce soir un nouvel inventaire où l'on retrouve évidemment Philippe Séguin, Édouard Balladur, Françoise de Panafieux et Jean Tibéri. Une campagne, ça sert aussi à se faire connaître. Édouard Balladur, comme ses 3 concurrents du RPR, continue de battre le pavé parisien. Et chaque jour apporte ses complications. La nouvelle lubie, c'est un débat entre les 4 candidats du RPR à l'investiture. Mais vous croyez que je propose des choses inenvisageables? Ça paraît difficile à monter. Et pourquoi difficile à monter? À l'hôtel de ville, l'équipe de Jean Tibéri continue de s'effilocher. Le fidèle Michel Bulté prend ses distances, tandis que l'ancien directeur de la communication réapparaît après son limogeage. Bertrand Delanoë s'amuse de l'ambiance délétère. Il y a une campagne électorale, faisons ça dans le calme et la sérénité. Ça doit être le plus calme de la bande. Au milieu de tout cela, Jean Tibéri trouve encore le temps de plaider pour un débat, mais à certaines conditions. Moi, je souhaite ce débat public avec tous les militants, suivi d'un vote de tous les militants. Et Jean Tibéri de suggérer une comparaison entre la gestion de Paris et celle d'Épinal. Philippe Séguin aura apprécié la délicatesse alors qu'il présentait les comités de quartier chargés de porter sa bonne parole. Lui aussi veut un vote des militants, sinon pas question de débat. Moi, je suis tout prêt à faire un débat s'il y a une élection, comme je l'ai proposé. Si vous débattez devant des gens, il faut que les gens sanctionnent. S'ils ne sanctionnent pas, ça sert à quoi? C'est un acte interrompu. Au milieu de ces 15 propositions pour Paris, Françoise de Panafieux en a glissé une 16e. Il faut associer toute la droite au choix du candidat, y compris le RPF. Ce choix est trop important pour que ce soit l'exclusivité, à mon sens, d'un parti politique ou d'un autre. Et je pense qu'à un moment où on parle d'union, il faut associer tout le monde. Vote des militants, consultation de tous les partis, la pression s'accentue sur la présidente du RPR qui tarde à trancher. Dans les coulisses, les tractations continuent. Après Françoise de Panafieux, Édouard Balladur recevra demain Philippe Séguin. La proposition de loi des Verts sur le vote des étrangers a été singulièrement réduite par les socialistes. Selon le texte de compromis, les étrangers non ressortissants de l'Union européenne auraient le droit de vote aux élections municipales sans pouvoir être maire ou adjoint. La Cour d'appel de Paris annule la condamnation à une amende, condamnation infligée au sénateur Michel Charasse. Celui-ci avait refusé de témoigner en tant qu'ancien ministre du Budget, arguant de la séparation des pouvoirs. Contre la drogue, contre toutes les drogues, tabac et alcool compris, c'est une première. Le gouvernement lance une campagne de prévention destinée à responsabiliser le grand public. Publication d'un livre, celui-ci, ce petit livre, et sur les risques et les dépendances, et spots télévisés qui prend acte des réalités et dénonce autant l'abus d'alcool que l'usage de stupéfiants. Commentaire Sébastien Leguet et Yann Jiquel. Alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne, tabac. Quelle différence, quelle ressemblance? Le livre, Drogue, savoir plus, risquer moins, 10 francs chez votre marchand de journaux. Pour faire la différence entre les drogues, encore faut-il savoir comment elles sont fabriquées. Des fiches signalétiques détaillent tous leurs effets et l'ampleur de leur consommation. On apprend que l'héroïne est passée de mode. On consomme moins d'alcool et de tabac, même s'ils restent les plus meurtriers. En hausse, ecstasy, cocaïne, cannabis. Sans détour ni fausse pudeur, ce mini-dictionnaire reprend toutes les données aujourd'hui disponibles. On est dans un domaine où les connaissances évoluent extrêmement vite, donc nous cherchons à mettre en place un système qui permette à tout le monde d'avoir ces connaissances, et ça doit éviter à la fois les représentations dramatiques et les représentations trop banalisantes. Exemple, le cannabis. Il existe un danger de dépendance psychique, mais ne dramatisons pas. Un adolescent qui en fume de temps en temps n'est pas pour autant toxicomane. Et comme les drogues ne sont pas toutes illicites, le tabac et l'alcool ont aussi leur chapitre.
Attention à l'association de plusieurs produits. 2 cas fréquents, tabac, alcool et calmant plusieurs fois par semaine. Hashish, alcool et cigarettes dans la même soirée. Enfin, un répertoire indique les interlocuteurs possibles. Vendu aujourd'hui en kiosque, ce livre sera gratuit dans quelques mois. La dépendance, ça commence quand? Le procès de l'affaire de dopage révélé lors du Tour de France 98. Ce procès sera jugé à Lille dans la 2e quinzaine du mois d'octobre. Parmi les personnes qui comparaîtront, le directeur de l'équipe Festina, le directeur sportif Bruno Roussel et puis le coureur Richard Virenque. L'ouverture des portes de la Foire de Paris, une foire qui proposera toutes les innovations aussi bien dans le bricolage que la décoration de la maison, la gastronomie ou l'art du jardin, et ce jusqu'au 8 mai. Pour cette première soirée à la Foire de Paris, Romuald Benant et Frédéric Barzy se sont intéressés à la domotique, à l'électroménager intelligent. Enfin, c'est ce qu'on dit. Cette cuisine en chêne massif à l'esthétique plutôt traditionnelle a un secret. Fermer lampe. Ouvrir tiroir à couvert. Des micros cachés dans la pièce permettent aux occupants de tout commander à la voix. Allumer haute aspirante. Monter four. Par exemple, pour éloigner la plaque de cuisson des enfants et limiter ainsi les accidents domestiques. L'idée était simplement de rendre mobile par la reconnaissance vocale afin de permettre à des gens mobiles comme des gens à mobilité réduite d'être assistés simplement dans leur quotidien. L'électroménager, envahi par les innovations technologiques. Ici, l'ordinateur central du réfrigérateur veille à ne pas briser la chaîne du froid, même si les portes restent ouvertes accidentellement. Sur les lave-linges et les lave-vaisselle, des émetteurs d'ondes radio espionnent toutes les 10 secondes les degrés de salissure de l'eau pour adapter consommation d'énergie et temps de lavage. Très gourmand en astuces technologiques, les secteurs de l'hi-fi et du multimédia. Le baladeur devient numérique et peut désormais lire sur cette disquette des musiques empruntées sur Internet. Grâce à un clavier, en 1 seconde, la télé devient ordinateur pour se connecter au web et bientôt dans la maison, votre télé fera beaucoup plus encore. Régler, je dirais, le chauffage dans sa maison, régler l'éclairage, pouvoir regarder par une petite vignette télévision le portier électronique de votre portail d'entrée. Et toutes ces fonctions vont pouvoir être immédiatement accessibles par des télécommandes très simples. Et cela même avec les tout nouveaux téléphones portables WAP connectés sur Internet pour dialoguer avec l'ordinateur familial ou mettre en route, pourquoi pas, les appareils ménagers. De quoi donner le tournis. Les fêtes musicales de Biarritz proposeront jusqu'au 30 avril une série de concerts et plusieurs animations musicales, notamment pour les plus jeunes. L'affiche d'ouverture est exceptionnelle puisque l'orchestre de chambre européen sera dirigé par Myung-Yoon Chong, qui vient d'être nommé directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec le talent en plus du violoniste français Renaud Capuçon. Reportage Éric Perrin et Vincent Lubroca. Les coups du destin. Avec ces 3 notes, Beethoven crée la cellule originelle de l'œuvre classique sans doute la plus connue, la 5e symphonie. Et il en faut de l'énergie, de la générosité au chef d'orchestre Myung-Woon Chun pour s'immerger dans le génie symphonique du compositeur. Très souvent, il y a une chose qui m'aide, parce que ça a aidé tous les compositeurs. C'est la nature, c'est la force de la nature, surtout Beethoven. Pour ce qui est du spectacle de la nature, à Biarritz, les artistes sont servis. De sa fenêtre d'hôtel, Renaud Capuçon, 24 ans, et déjà demandé dans le monde entier, s'amuse de la rencontre du son des vagues et des notes de son violon. À l'entendre, apprivoiser cet instrument, sans doute l'un des plus compliqués, c'est aussi simple qu'un geste d'amour. Le violon, c'est finalement assez naturel. La main, on la met comme ça, c'est un peu simplifié, ce que je vais dire, la main gauche comme ça. Finalement, c'est quelque chose de rond, c'est quelque chose de... comme si on entourait un enfant ou quelque chose comme ça. Il faut toute la fougue de la jeunesse de Renaud Capuçon pour interpréter ce concerto que Félix Mendelssohn composa à l'âge de 14 ans.
parce que grâce à la nature, et la nature existe grâce à la musique, je sais pas, c'est un tout. Quand les paysages sont si magnifiques, ça inspire encore plus. Mais je dirais que la musique à la base, elle exalte quelque chose de beau. Pourquoi on fait la musique? C'est parce que c'est pour élever quelque chose, c'est pour élever l'âme, c'est pour élever les cœurs, c'est pour essayer de parler aux gens d'une façon ou d'une autre. Ce concert fut comme l'un de ces moments rares et précieux qu'offre la nature, quand le spectateur a la sensation d'effleurer l'éternité. Les fêtes musicales à Biarritz jusqu'au 30 avril. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle notamment deux actualités que nous avons développées. 14 ans d'incertitude depuis l'explosion d'un réacteur de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Aujourd'hui encore, on ne peut évaluer toutes les conséquences sanitaires du nuage de Tchernobyl. Et puis, tandis qu'une enquête révèle le mauvais état des urgences des hôpitaux, les internes poursuivent leur mouvement de grève, mais négocient avec le gouvernement. On attend peut-être un accord d'ici ce soir. Les discussions sont en cours au ministère de la Solidarité. Et puis enfin, cette déclaration du président Chirac. Il venait de recevoir Yasser Arafat. À la sortie de Yasser Arafat, M. Chirac a critiqué le processus de colonisation qui semble se poursuivre en Cisjordanie. Ce processus n'est conforme ni à l'esprit d'Oslo, ni à l'esprit de la paix, a déclaré le président de la République. Dans quelques secondes, la météo avec Isabelle Martinet, et puis après la série Les Monos, ça se discute, présenté par Jean-Luc Delarue, avec un thème important, femmes battues, comment briser la loi du silence. Le dernier journal de la rédaction, c'est à 0h50 avec Florence Duprat, suivi des mots de minuit de Philippe Lefebvre, qui aura comme invité Jérôme Charin, l'écrivain, et René Quering, le compositeur. Demain à 7h50, Gérard Morin recevra Roger Gérard Schwarzenberg, le ministre de la Recherche. À 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir, merci.